Vous voyez cette grosse peluche Hello Kitty ? C'est mignon, hein ? Ben, pas vraiment, parce que dans cette peluche, il y a un crâne humain. Personne ne le sait pour le moment, et ça fait quelque temps qu'il est là. D'ailleurs, la personne à qui il appartient a connu un véritable enfer, l'horreur totale. Mais pour que justice soit rendue, il faut qu'on sache qu'elle est morte. Et c'est une fille de 14 ans qui va débloquer la situation. Sauf que, comme pour la peluche, les apparences sont trompeuses. Alors, vous laissez pas berner. Je vous explique tout ça. Salut, c'est le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle, mais d'abord, bonne année 2025 à tous. Je vous souhaite plein de bonheur, la santé et surtout un grand merci, parce que l'année dernière a été folle, on a fait plein de vues sur les vidéos, encore plus que les années précédentes, et surtout, vous avez fait grandir la chaîne, alors merci encore. Allez, on commence. Le 1er juillet 1997, sous une pluie battante, Hong Kong change de main. Après 156 ans de règne britannique, la ville revient à la Chine. Des milliers de personnes regardent le drapeau britannique descendre, remplacé par celui de la République populaire de Chine. Certains applaudissent, d'autres pleurent. Beaucoup savent pas trop quoi en penser. En tout cas, c'est le début d'une nouvelle ère. Un pays, deux systèmes. En théorie, Hong Kong garde son mode de vie pendant 50 ans. Mais en pratique, personne ne sait vraiment ce que ça va donner. Les riches ont déjà quitté le navire. Les classes moyennes se demandent si elles devraient faire pareil. Et les pauvres, eux, n'ont de toute façon pas le choix. Ça vous rappelle pas un autre pays ? Une république aussi. 2 ans plus tard, en 1999, Hong Kong essaie encore de trouver ses marques. La ville a survécu à la crise financière asiatique de 1998, mais les cicatrices sont encore fraîches. Hong Kong est aussi une ville de contrastes violents. D'un côté, il y a les gratte-ciel étincelants de Central, les banques internationales et ces expatriés qui sirotent leurs cocktails dans des bars en rooftop. Et de l'autre, les cages à poules de Sham Shui Po, des appartements de 15 mètres carrés divisés, dans lesquels s'entassent 3 générations. Entre les deux, une zone grise, celle des boîtes de nuit, des karaokés, des bars à hôtesses, des logements où une prostituée peut légalement recevoir des clients. La prostitution elle-même est légale à Hong Kong, mais tout ce qui l'entoure est interdit. Du coup, ça se passe dans l'ombre. Des femmes seules dans des appartements minables, avec des néons jaunes qui clignotent à leurs portes. Certaines viennent de Chine continentale, d'autres sont nées ici. Et tout espère gagner assez d'argent pour s'en sortir un jour. Alors attention, évidemment, c'est clairement pas un business juteux. Ouais, je suis d'accord, c'était pas la meilleure expression. Quoi qu'il en soit, dans cette jungle urbaine, les triades règnent encore en maître sur certains territoires. Les triades, c'est le nom des organisations criminelles chinoises, qui existent depuis plusieurs siècles. Les Woxingwo, les Sapseikei, les Sun Yee-on sont des organisations qui contrôlent le trafic de drogue, la prostitution et les prêts usuraires. Elles recrutent des jeunes dans les quartiers pauvres, leur promettant protection et argent facile. La police le sait, mais tant que ça déborde pas trop, elle ferme les yeux. C'est aussi l'époque où la méthamphétamine commence à envahir Hong Kong. Pas la cocaïne des riches ou l'héroïne des junkies, non, le crystal meth. Une drogue qui tient éveillé pendant des jours, rend paranoïaque, violent et imprévisible. Tout ce qu'il faut pour une bonne histoire true crime. Les membres des triades en consomment, les dealers en vendent, et certains clients aussi. Ce qui donne un cocktail explosif pour les prostituées. Dans ce Hong Kong de 1999, une jeune femme essaie de s'en sortir. Elle s'appelle Fan Mani. Elle a 23 ans, un fils de quelques mois et un passé qu'elle voudrait oublier. Fan n'a pas eu une vie facile, c'est le moins que l'on puisse dire. Abandonnée par sa famille quand elle était encore enfant, elle a grandi dans un orphelinat pour filles, à Matawai. À 15 ans, l'âge limite, on lui a demandé de partir alors qu'elle n'avait pas de diplôme, de famille ou de plan d'avenir. L'adolescente a simplement été jetée à la rue dans une ville qui ne fait pas de cadeaux. Fan a donc fait ce que font beaucoup de filles dans sa situation. Elle a survécu. La drogue est arrivée vite, parce que c'est plus facile de supporter la misère quand on ne sent plus rien. Puis il y a eu la prostitution, parce que faut bien manger et se payer sa drogue. À 21 ans, Fan travaille à la maison close Romance Villa, à Sham Shui Po, un endroit glauque, fréquenté par des types qu'ils sont encore plus. Des dealers ou des membres des triades. Des hommes qui ne considèrent généralement pas les femmes comme des êtres humains. En 1996, Fan épouse l'un de ses clients, un certain Ying Shi Yuan, qui est lui aussi toxicomane, en plus d'être violent. L'appartement conjugal résonne régulièrement de leurs disputes. Et à ces cris viennent s'ajouter les pleurs de leur fille, qui voit le jour 2 ans plus tard en novembre 1998. La naissance de son enfant change quelque chose chez Fan, parce que quand elle regarde ce petit garçon,
Elle se dit qu'elle peut pas continuer comme ça. Elle prend alors plusieurs décisions difficiles. Fan arrête la drogue, quitte son mari violent, abandonne la prostitution et trouve un boulot d'hôtesse dans un nightclub, l'Empress Karaoke Club. C'est pas le job rêvé, mais c'est mieux que de bosser dans une maison close. Les hôtesses sont là pour faire la conversation, flirter un peu, et vendre des bouteilles hors de prix aux clients. Ce qui se passe après, c'est entre elle et eux. Fan veut maintenant gagner sa vie proprement, élever son fils et peut-être un jour avoir un appartement convenable. Elle y croit vraiment. Le problème, c'est que pour avoir une bonne rémunération dans le genre d'établissement dans lequel elle travaille, faut être sympa avec les clients. Des clients qui sont pas le commun des mortels. Ce sont des hommes d'affaires véreux, ou des voyous qui ont de l'argent, et aiment le dépenser pour se sentir puissants. L'un d'eux s'appelle Chan Man-lok. Il a 33 ans et c'est un membre de la triade Wo-Shing-wo. C'est également un dealer et un proxénète, déjà condamné en 1991 pour trafic de drogue. Chan fréquente le club régulièrement. Il aime bien Fan et dépense de l'argent avec elle. Parfois, ils ont même des relations sexuelles. Évidemment, c'est une relation purement transactionnelle, pas de l'amour. Clients comme hôtesses le savent. Tout se passe très bien jusqu'au début de l'année 1999. À ce moment-là, Fan fait une grossière erreur en volant le portefeuille de Chan. Dedans, il y a environ 4000 $ de Hong Kong, soit environ 500 $ américains à l'époque. C'est clairement pas une fortune, mais pour quelqu'un qui galère à payer son loyer, c'est déjà beaucoup. Sauf que Chan, c'est pas le genre de type à qui on peut voler quelque chose impunément. Donc quand il s'en rend compte, il confronte immédiatement Fan. La jeune femme panique, lui rend l'argent tout de suite. Puis elle s'excuse en précisant que c'était une erreur commise sous le coup du désespoir. Chan accepte l'argent, mais il n'en reste pas là. Il exige 10 000 $ de Hong Kong supplémentaires. Une pénalité, comme il dit. Fan n'a évidemment pas cette somme, alors elle lui demande de lui laisser du temps pour la rassembler, en promettant qu'elle va trouver une solution. Chan hoche la tête, mais dans son esprit, les rouages tournent déjà. Le 17 mars 1999, 3 hommes et une adolescente se présentent à l'appartement de Fan, dans le Fuyu Section du Laiyu Estate. Chan est là, avec lui 2 de ses gars, Lung Wei-lun, 21 ans, et Lung Xingshou, qui a dans les 26 ans. Il y a aussi cette gamine de 14 ans, Lau Mingfong, surnommée Ah Fong, qui n'est pas là par hasard. Ah Fong est la petite amie de Chan. Enfin, c'est ce qu'il prétend. Et ce qu'elle croit naïvement, c'est en réalité une adolescente qui l'a manipulée, une fugueuse qui l'a récupérée et moulée à sa façon. À force, elle est tombée amoureuse de lui, et il en profite. Quand Fan ouvre la porte au groupe, elle pense peut-être qu'ils viennent juste discuter, mais comprend vite que non, parce qu'il la force à les suivre. Il la traîne dehors et la met dans une voiture à destination du 31 Granville Road, à Tsimsha-Tsui. À cette adresse, il y a un immeuble banal, dans lequel Chan loue un appartement au 3e étage. Sauf qu'il appartient à 2 types qui ne trempent pas dans les affaires criminelles. Ils savent pas ce qui va se passer ici. En fait, personne ne sait encore. Ce qui est sûr, c'est qu'après être entré dans cet appartement, Fan ne reverra plus jamais son fils. Au 31 Granville Road, il y a un immeuble de 4 étages, tout ce qu'il y a de plus commun. Aux 2 premiers niveaux, il y a des boutiques. Au 3e et au 4e, des appartements résidentiels. L'appartement loué par Chan, c'est le 3B, au 3e étage. Il y a 2 unités par étage, celui-là est sur la gauche. De l'extérieur, rien le distingue des milliers d'autres appartements de Tsimsha-Tsui. Mais à l'intérieur, c'est une autre histoire. Dès qu'on entre, on remarque immédiatement la décoration, parce qu'elle est atypique. Il y a des objets Hello Kitty partout. Des draps Hello Kitty sur les lits, des rideaux Hello Kitty aux fenêtres, et même des serviettes Hello Kitty dans la salle de bain. Que ce soit les couverts, les tasses, les petits bibelots ou la peluche Hello Kitty géante posée sur le canapé, tout est rose et blanc, mignon et innocent. Le genre de décor qui surprendrait personne s'il s'agissait d'une chambre d'enfant. Mais là, c'est tout le logement qui est dans cet état. Je vous jure, je trouve pas ça mignon. C'est ultra flippant en vrai. Surtout que bon, c'est un appartement loué par un membre des triades. Quand Fan franchit le seuil de cet appartement le 17 mars 1999, le plan de Chan est simple. Il veut récupérer son argent. Fan lui doit 10 000 $ de Hong Kong, qu'elle ne peut pas lui rembourser. Alors elle va travailler pour lui, afin d'éponger sa dette. De la prostitution forcée, en gros. Chan va la louer à d'autres hommes, jusqu'à ce qu'il récupère l'intégralité de la somme dont elle lui est redevable. C'est brutal et évidemment illégal, mais pour cet homme, ce sont rien de plus que les affaires. Sauf que son plan se déroule pas comme prévu, parce que Chan et ses 2 complices, les 2 Lung, consomment de la méthamphétamine. Beaucoup de méthamphétamine. L'ice, comme on l'appelle à Hong Kong, n'est pas de la cocaïne. C'est une drogue réservée à ceux qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. Une drogue de rue, aussi accessible qu'elle est dévastatrice. Dans l'appartement,
Les trois hommes sont défoncés en permanence. Et quand on l'est, les mauvaises idées deviennent soudainement bonnes. Ils commencent donc à battre Fan avec des barres de métal, des tuyaux de plomberie, tout ce qui leur tombe sous la main. Ils la suspendent au plafond avec des fils électriques et s'en servent comme un sac de frappe. Fan prend environ 50 coups dans la tête lors d'une séance. Ses pieds sont brûlés avec de la cire de bougie fondue et du plastique chaud provenant des pailles que ses tortionnaires font fondre. L'idée, c'est que Fan ne puisse plus marcher. Comme ça, il lui sera impossible de s'enfuir. Une fois que ses pieds sont couverts de cloques, les trois hommes versent de la sauce chili et d'autres épices dans ses blessures pour maximiser la douleur. Fan est forcée de sourire quand il la torture, de prétendre qu'elle aime ça. Et si elle refuse, pleure ou crie, les sévices qu'on lui inflige sont encore pires. Pour Chan et ses complices, c'est un jeu, rien de moins. La nuit, Fan est suspendue au plafond et laissée ainsi jusqu'au matin. Ce n'est que quand elle perd connaissance qu'ils arrêtent. Mais pas par pitié, non. Juste parce que c'est moins amusant quand elle ne réagit plus. En attendant, les trois hommes jouent aux jeux vidéo, regardent la télé et mangent tranquillement. Ils n'attendent qu'une chose, que Fan reprenne conscience pour recommencer à la torturer. Il y a aussi Afong dans cet appartement, l'adolescente de 14 ans qui pense être la petite amie de Chan. Elle vit pas là mais vient régulièrement et se contente pas de regarder. Elle participe. Afong frappe Fan, la brûle. Et quand Chan lui met des coups de poing dans la tête, elle le regarde, avant de faire la même chose. Et vous savez pourquoi elle fait ça, la gamine ? Bah juste pour s'amuser. Pour connaître la sensation de faire souffrir une autre personne. Pour rappel, elle a 14 ans, hein. Mais il y a pire encore. Fan est forcée de consommer des excréments humains. On lui urine directement dans la bouche et si elle crache, elle est battue plus fort. Fan n'est pas nourrie, on lui donne pas d'eau non plus. Affamée et déshydratée. Elle dérive entre conscience et inconscient, entre douleur et délire. Son visage enfle, ses gencives saignent, son corps est couvert de cloques et de plaies infectées qui suppurent. Les fenêtres de l'appartement sont condamnées avec des planches de bois, donc personne ne peut voir ce qui se passe à l'intérieur, ou même entendre quoi que ce soit. Le voisinage sent parfois une mauvaise odeur, mais personne n'essaie vraiment de se renseigner pour savoir d'où ça vient. Mais au bout d'un moment, une inspectrice de police en patrouille reçoit un signalement. Quelqu'un a déclaré qu'une odeur suspecte provenait de l'unité 3B. Elle se rend sur place, traverse le couloir abandonné et ne trouve rien d'anormal. Alors, elle s'en va. Fan est à quelques mètres d'elle, en train d'agoniser, lentement. Mais la policière n'ira pas plus loin. Les jours passent, puis une semaine, 2 semaines, 3 semaines et finalement, un mois entier. 31 jours. En plus de tout ce qu'elle subit. Fan est agressée sexuellement à répétition par les trois hommes. Le 14 avril 1999, elle ne se réveille pas. Ou plutôt, elle est morte pendant la nuit. Les sources divergent sur le moment exact de son décès. Certains disent qu'elle est morte alors que les ravisseurs étaient absents, d'autres qu'elle a succombé pendant qu'ils dormaient. Ce qui est sûr, c'est qu'entre le 14 et le 15 avril, le cœur de Fan s'arrête. Cause de sa mort, un choc traumatique résultant de toutes les blessures subies. Lorsque Chan et ses monstrueux acolytes découvrent que Fan est morte, ils paniquent. Enfin, pas vraiment. Ils sont toujours défoncés à la mette, donc paniquer est un grand mot. Disons qu'ils réalisent juste qu'ils ont un problème. Un cadavre dans leur appartement. Donc ils décident de s'en débarrasser. Ils traînent le corps de Fan dans la baignoire pour le vider de son sang, scie ses os et extraient ses intestins qu'ils mettent dans des sacs plastiques. Chan demande d'ailleurs à Afong de les recouvrir d'eau chaude pour éviter que ça sente mauvais. Les trois hommes font bouillir certaines parties de la dépouille dans la salle de bain. Le reste, ils le découpent, le mettent dans plusieurs sacs et jettent tout dans des poubelles. Les sacs sont éparpillés dans 3 décharges différentes pour que personne ne trouve tout d'un coup. Mais la tête de Fan, il la garde. Chan utilise un réchaud à kérosène et une marmite pour la faire bouillir dans l'appartement. Simultanément, il cuisine des nouilles sur un autre feu et utilise la même cuillère pour remuer ses nouilles et la tête de Fan. Tandis que l'au bout, Chan arrache les cheveux semi-dissous qui restent et il fait ça avec désinvolture, comme s'il épluchait des légumes. À un moment, il lâche même une phrase au crâne de Fan. « Oh, ne sois pas si déprimé, je vais t'aider à être belle. » Putain, bon, cette histoire, on n'en fera pas un Disney. Une fois le crâne nettoyé, les hommes prennent la peluche Hello Kitty sirène géante qui trône dans l'appartement. Ils l'ouvrent, retirent une partie du coton et le placent à l'intérieur. Les organes internes de Fan sont également conservés dans un sac plastique qu'ils mettent au frigo, à côté de leur nourriture. Mais pour l'essentiel, le corps de la victime est dispersé dans toute la ville. Après ça, les 3 hommes continuent leur vie. Chan retourne chez lui dans un autre appartement avec sa femme, Tse Puiling, et leur bébé, nouveau-né. Oh non, il se reproduit en plus. Parce que oui, il a une épouse et un gamin. Il mène une double vie.
D'un côté, le père et le mari, et de l'autre, le tortionnaire et meurtrier. Leung Wei-Lun et Leung Ching-cho reprennent leurs activités habituelles. Ils travaillaient dans un magasin de détail près de Granville Road avant tout ça, et y retournent, comme si de rien n'était. Le 31 Granville Road reste là, avec le crâne de Fan cousu dans une peluche Hello Kitty. Les jours passent, et personne ne signale sa disparition. Pas même son mari. Sa famille biologique n'y pensait même pas. Fan a été abandonnée quand elle était enfant, et ne sait même pas où elle est. Ses collègues de boulot alors? Elle a juste arrêté de venir. C'est tout. Dans une ville de 6,5 millions d'habitants, quand une femme comme Fan disparaît, personne le remarque. C'est ça, l'invisibilité. Pendant 5 semaines, la vie continue comme si rien ne s'était passé. Jusqu'au 24 mai 1999. Ce jour-là, une adolescente de 14 ans se présente au poste de police. Elle s'appelle Lo Ming-Fong, la fameuse Ah Fong, qui a pas mal de choses à dire. Depuis la mort de Fan, Ah Fong ne dort plus. Elle fait le même cauchemar nuit après nuit. Sans déconner. Elle voit un fantôme sans tête, une femme décapitée qui la poursuit, qui l'appelle, et ne la laisse pas tranquille. Ah Fong est placée dans une école de redressement pour filles. Une de ces institutions où on envoie les adolescentes qui ont fait des conneries, fugué ou traîné avec les mauvaises personnes. Ah Fong y dort, y mange, et se dit vivre normalement. Mais les nuits sont insupportables, parce que ce fantôme revient toujours. Fan, attaché à des fils électriques, le visage tuméfié, les pieds brûlés, le corps couvert de blessures. Fan, sans tête, qui cherche quelque chose. Justice peut-être. Quand elle fait ses cauchemars, Ah Fong se réveille en sueur, en pleurs, et elle hurle. Résultat, les autres filles du dortoir commencent à la regarder bizarrement, tout comme les surveillants d'ailleurs. Elle fait des crises de nerfs et ne peut plus se contrôler, si bien qu'elle finit par craquer. Elle raconte tout au travailleur social qui s'occupe d'elle dans l'établissement. L'adolescente se livre entièrement, parce qu'elle peut plus vivre avec ça. Et le fantôme de Fan qui ne la laisse pas tranquille. L'homme l'écoute raconter les horreurs que la victime a subies. Et au début, il peine à croire que c'est la vérité. Sauf que Ah Fong donne des détails trop précis. L'adresse exacte de l'appartement, les noms des 3 hommes, la description de ce qu'ils ont fait à Fan, et de ce qu'elle a fait elle aussi. Dans le doute, le travailleur social prend donc la décision de l'emmener au poste de police le plus proche. Le 24 mai 1999, ils arrivent au commissariat de Yau Ma Tei. 3 officiers de police reçoivent Ah Fong et le travailleur social. C'est ensemble qu'ils écoutent l'adolescente raconter son histoire. Au début, ils sont sceptiques. Hong Kong est une ville sûre, l'une des plus sûres au monde. Les crimes violents y sont rares, les meurtres encore plus. Là ça va faire baisser les stats. Donc quand une gamine de 14 ans vient leur parler d'un mois de torture, d'un démembrement et d'un crâne dans une peluche, ça ressemble à un scénario de film d'horreur, pas à quelque chose qui s'est vraiment produit. Mais Ah Fong ne change pas sa version. Elle répète les mêmes détails, encore et encore. Bon, les 3 policiers décident alors de vérifier, parce que si c'est vrai, c'est très grave, et si c'est faux, faut le savoir rapidement quand même. Toujours le 24 mai, elle les guide jusqu'à l'appartement, mais quand ils frappent à la porte, personne répond. Seulement ils ont un mandat. Alors ils entrent, et là, ils comprennent qu'elle disait la vérité. L'appartement est vide, mais la décoration Hello Kitty est toujours présente. Et surtout, l'odeur qui règne à l'intérieur ne ment pas. Une odeur putride de mort, de décomposition. Quelque chose de nauséabond qui prend à la gorge. Les policiers fouillent et trouvent rapidement des sacs plastiques dans un coin. À l'intérieur, des organes internes partiellement décomposés, un foie, des intestins, des restes humains. Et puis, sur une étagère, ils voient la peluche. Une grande peluche Hello Kitty sirène, rose et blanche, avec un sourire dessiné sur le visage. L'un des policiers la prend, la palpe et sent quelque chose de dur à l'intérieur. Il l'ouvre alors délicatement. Et là, entre le coton et le tissu, il découvre un crâne humain nettoyé, blanchi, cousu à l'intérieur. Les policiers se figent. Ils en ont vu des scènes de crime, des cadavres et des accidents, mais ça, c'est autre chose. Qui fait ça? Qui démembre un corps, fait bouillir une tête et la coud dans une peluche pour enfants? La scène de crime est immédiatement sécurisée et l'appartement devient une ruche dans la foulée. Le crâne est emmené au laboratoire pour identification. Et le 3 juin 1999, l'identité de la victime est confirmée. C'est bien Fan Man-yi, une jeune maman de 23 ans, décédée près d'1 mois et demi plus tôt. Après ça, les policiers lancent immédiatement une chasse à l'homme pour retrouver Chan Man-lok, Leung Wei-Lun, Leung Ching-cho. Ah Fong coopère totalement avec la police. En échange, on lui promet l'immunité. Elle a 14 ans.
Elle a été manipulée par Chan et même si elle a clairement fait preuve d'un certain sadisme envers Fan, sans elle, ce crime n'aurait peut-être jamais été découvert. Ouais mais bon, j'avoue je suis mitigé là. Le 28 mai 1999, tôt le matin, une équipe du SWAT défonce la porte d'un appartement de Sheikh Lay Estate. C'est là que vit Chan, avec sa femme, Tse, et leur bébé. Le couple est arrêté immédiatement. Au départ, les enquêteurs pensent que Tse est peut-être impliquée, mais après l'avoir interrogée, ils la relâchent parce qu'aucune preuve ne la relie au meurtre. Apparemment, elle ignorait tout, y compris le fait que son époux menait une double vie. De son côté, évidemment, Chan nie tout. Mais les preuves s'accumulent. L'appartement loué à son nom, le témoignage d'Afong, le crâne dans la peluche et les organes dans des sacs. À ce stade, c'est peine perdue de dire qu'il n'a rien à voir là-dedans. Leung Ching-cho est arrêté peu après, et tout comme Chan, il ment. Mais se retrouve rapidement coincé par les preuves. Reste Leung Wei-lun, qui a déjà pris une décision différente. Quand le meurtre a fait la une des journaux, l'homme a paniqué. L'affaire a été révélée par un journal de Macao, et en quelques heures, tous les médias de Hong Kong parlaient du Hello Kitty Murder, comme on commence à l'appeler. Un surnom macabre qui colle parfaitement à l'horreur des faits. Leung Wei-lun a immédiatement compris que la police finirait par remonter sa piste. Alors il a fui. Il a traversé la frontière, direction la Chine continentale, loin d'Hong Kong. Il pensait que là-bas, il allait pouvoir se cacher, voire recommencer à zéro. Mais la police de Hong Kong ne lâche rien. Leung Wei-lun est placé sur la liste des personnes les plus recherchées d'Interpol. Son visage est partout et sa description circule. 8 mois durant, le fugitif parvient à échapper aux autorités. Mais le 14 février 2000, sa cavale prend fin. Il est arrêté par la police chinoise à cause d'irrégularités dans son passeport. 3 jours plus tard, le 17 février, il est renvoyé à Hong Kong. Les 3 suspects sont maintenant tous en détention et accusés du meurtre de Fan Mani. L'enquête continue. Les 3 décharges de Hong Kong sont fouillées à la recherche du reste du corps. Et si quelques morceaux ou des fragments sont effectivement retrouvés, il n'y a rien de complet. La majeure partie de la dépouille de Fan a disparu, et finalement, seul son crâne, une dent et quelques organes internes peuvent être récupérés. C'est tout ce qui reste d'elle. Le contraste entre l'innocence du personnage Hello Kitty et l'atrocité du meurtre commis fascine et révulse. Quant aux 3 tueurs de Fan, ils attendent maintenant leur procès. Un procès qui va captiver Hong Kong pendant des semaines. Un procès au cours duquel la question centrale ne sera pas « ont-ils tué Fan ?» parce que c'est évident qu'ils l'ont fait. Non, la question sera « avait-il l'intention de la tuer ?» Et cette distinction, aussi absurde qu'elle puisse paraître, va tout changer. Le 20 octobre 2000, soit 18 mois après l'arrestation des 3 hommes, leur procès s'ouvre à la cour de première instance de Hong Kong. Chan Man-lok, 35 ans, Leung Ching-cho, 27 ans, Leung Wei-lun, 21 ans, 3 membres de la triade Wo Shing-wo sont accusés de meurtre. Enfin, en théorie, parce que dès le début, il y a un problème. L'accusation ne peut pas prouver l'intention de tuer. Sous la loi de Hong Kong, il y a une différence cruciale entre le meurtre et l'homicide involontaire. Commettre un meurtre, c'est tuer quelqu'un intentionnellement, ou lui infliger des blessures graves en sachant que ça pourrait le tuer. L'homicide involontaire, c'est causer la mort de quelqu'un sans avoir l'intention de le tuer. La distinction peut sembler subtile, mais ici, l'élément intentionnel change tout. Meurtre au premier degré à Hong Kong, c'est la prison à perpétuité automatique, sans possibilité de réduction de peine. Homicide involontaire, c'est aussi sévère. Mais le jury a plus de marge de manœuvre, et dans cette affaire, l'accusation a un problème technique. Peu de parties du corps de Fan ont pu être retrouvées. Il a donc été impossible d'établir la cause exacte de son décès avec certitude. Est-ce qu'elle est morte à cause des coups, des brûlures, ou d'une surdose de méthamphétamine, comme le prétend la défense? Les médecins légistes ne peuvent pas le dire. Tout ce qu'ils peuvent confirmer, c'est que Fan a subi des traumatismes extrêmes, qu'elle a été torturée et qu'elle est morte entre le 14 et le 15 avril 1999. Mais la cause précise de sa mort reste inconnue. Et sans cette information, c'est difficile de prouver l'intention de tuer. L'accusation décide donc de poursuivre pour homicide involontaire. Pas par choix, mais faute de pouvoir faire autre chose. Le procès dure 6 semaines. 6 semaines pendant lesquelles tout Hong Kong est rivé aux nouvelles. La salle d'audience est bondée tous les jours, parce que tout le monde veut voir les monstres en face. Aucun des 3 hommes ne montre la moindre émotion. Le témoin star est évidemment Afong, une adolescente en apparence fragile, dont le témoignage clé est dévastateur pour les accusés. Les avocats de la défense essaient d'entrer de la décrédibiliser. Ils disent qu'Afong est jeune, qu'elle consommait de la drogue, qu'elle est instable, et que ses histoires de cauchemars prouvent qu'elle n'est pas fiable. Oui, mais elle reste cohérente, et ne change jamais sa version, même sous pression. Les accusés, eux, nient avoir tué Fan.
Chan Man-lok et Leung Ching-cho admettent avoir démembré le corps. Ça, ils peuvent pas le nier. Les preuves sont là. Mais ils essaient quand même de se refiler la patate chaude. Ils minimisent leurs rôles respectifs et se rejettent mutuellement la faute dessus, pendant que la défense tente un coup audacieux. Elle soutient que Fan Mani est morte suite à la consommation de méthamphétamine, pas à cause des tortures. Les 3 hommes voulaient pas la tuer, ils voulaient récupérer leur argent. Et les choses ont juste mal tourné. Ouais, enfin, dès que t'as fourré le crâne de quelqu'un dans une peluche Hello Kitty, c'est un peu facile de dire « ça a mal tourné ». On le voit bien que ça a mal tourné, c'est pour ça que t'es au tribunal. C'est une stratégie risquée, qui peut marcher. Parce qu'en l'absence de corps pouvant être autopsié, impossible de prouver le contraire. Le doute s'installe. Et si les 3 hommes avaient vraiment forcé Fan à se droguer pour la contrôler? Après 6 semaines de procès, le jury se retire pour délibérer. Des délibérations qui durent près de 10 heures. Le 7 décembre 2000, le verdict tombe. Chan Man-lok, Leung Ching-cho et Leung Wei-lun sont reconnus coupables d'homicide involontaire, pas de meurtre. Le jury a conclu que les 3 hommes ont bel et bien causé la mort de Fan de par leurs abus, mais pas qu'ils avaient l'intention de la tuer en la suppliciant. Après l'annonce du verdict, Hong Kong est sous le choc. Ils lui ont fait subir l'horreur pendant 1 mois, ont démembré son corps, cousu son crâne dans une peluche. Et on appelle ça un homicide involontaire? Cela dit, même si ça paraît absurde, la loi, c'est la loi. Et sans preuve d'intention, on ne peut pas condamner quelqu'un pour meurtre. Les 3 hommes sont également reconnus coupables de séquestration illégale et d'empêchement d'inhumation légale. Ils sont tous condamnés à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle dans 20 ans, soit en 2020. Les rapports psychiatriques des hôpitaux Castle Peak et Siu Lam les décrivent comme sans remords. Aucun d'eux n'a montré le moindre regret ou n'a présenté d'excuses. Ils restent même impassibles quand la sentence est prononcée. En mars 2004, Leung Ching-cho fait appel de sa condamnation. Son argument: le juge a mal dirigé le jury dans ses conclusions finales. La cour d'appel accepte. Sa condamnation est alors annulée et un nouveau procès est ordonné. Lors de ce second procès, Leung plaide coupable d'homicide involontaire et voit sa peine être réduite de perpétuité à 18 ans de prison. En avril 2014, après avoir purgé 11 ans d'emprisonnement, il est libéré. À tort, visiblement, parce qu'en août 2022, une nouvelle fait les gros titres. Leung vient d'être arrêté, cette fois pour agression sexuelle sur une fillette de 10 ans, la fille d'un ami. Il lui a fait un massage et en a profité pour la tripoter, ce qui lui vaut une condamnation à 12 mois de prison. Et forcément, l'opinion publique enrage. On lui avait donné une seconde chance. Et 8 ans seulement après sa libération, il a récidivé. Après avoir purgé une nouvelle année de prison pour ces faits, Leung Ching-cho est aujourd'hui libre, à 53 ou 54 ans. Chan Man-lok a maintenant 60 ans, et il est toujours derrière les barreaux. Apparemment, il n'a pas réussi à obtenir sa libération conditionnelle depuis 2020, et purge encore sa peine à perpétuité. De son côté, Leung Wei-lun a 47 ou 48 ans, et il est visiblement toujours à l'ombre, bien que sa situation actuelle soit moins claire dans les sources publiques. Ah Fang a disparu de la circulation. Elle aurait aujourd'hui la quarantaine, et personne ne sait où elle est, ce qu'elle fait, ni si elle fait encore des cauchemars la nuit. Hong Kong se souvient de cette affaire comme l'une des plus brutales de son histoire moderne. Le Hello Kitty Murder est un nom qui restera gravé dans les mémoires à vie. Voici pour cette terrible affaire, on commence bien l'année, dis donc, hein. Si vous avez tenu jusque-là, écrivez Hello Kitty en commentaire. N'oubliez pas le lien du podcast sur Spotify en description et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.